Yo la taverne, on a alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on a le privilège d'être reçu par Maître Laurent Fellous au sein de son cabinet. Donc Maître Laurent Fellous qui est avocat réputé en droit du sport, de l'e-sport et également mandataire sportif. Donc nous avions contacté Maître Fellous suite aux nombreuses demandes qu'on reçoit de nos internautes qui sont victimes d'arnaques dans les paris sportifs. Donc les paris sportifs étant un marché croissant avec beaucoup d'interlocuteurs, vous êtes nombreux à malheureusement être victimes de personnes peu scrupuleuses. Donc à ce titre, nous avons contacté Maître Fellous afin qu'il réponde à nos questions et vos interrogations sur tous les arnaques que l'on peut rencontrer dans les paris sportifs et pour finir, qu'il puisse vous prodiguer des conseils si vous êtes malheureusement victime d'arnaques ou de situations dans laquelle vous avez des questions ou vous souhaitez avoir des précisions juridiques. Maître Fellous, merci de nous recevoir. Merci à vous. Cabinet. Je vous en prie, avec plaisir. Alors cette petite interview, on l'a découpée en plusieurs parties, donc avec les principales arnaques que l'on rencontre nous dans les paris sportifs, afin que vous puissiez nous dire au niveau du droit, juridiquement, qu'est-ce qu'on peut en dire. D'accord. Et puis pour finir, étant donné que vous avez la chance d'être pluridisciplinaire juridiquement parlant, si vous pouvez nous parler un petit peu aussi de vos autres activités de mandataire sportif et puis d'avocat en e-sport, puisque c'est vrai que l'e-sport c'est aussi quelque chose, le streaming, les viewers, voilà, c'est des domaines qui intéressent aussi notre communauté. D'accord. Donc si vous pouvez finir en nous donnant quelques petites informations sur ça, et puis... Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Écoutez, dans un premier temps, je vais présenter en fait l'activité de mon cabinet. Très bien. Que j'ai créé il y a plusieurs années désormais. Oui. Qui est réputé, comme vous l'avez dit, en droit du sport. Le droit du sport, c'est assez vaste, c'est transversal, ça fait appel à des notions en droit des affaires, en droit du travail, en droit numérique, en droit administratif et dans plusieurs autres composantes qu'on va pas évoquer parce que ça serait trop long. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de composantes qu'il faut être, comme vous l'avez indiqué, pluridisciplinaire. Alors, l'activité se compose principalement d'un accompagnement des acteurs du sport, mais également de toutes les personnes qui vont graviter de loin, de près avec le sport, donc notamment des parieurs en ligne qui sont malheureusement sujets à des arnaques, comme vous avez pu le dire. C'est pas le terme juridique qu'on utilise, mais c'est le terme qu'on comprend le mieux et qui fait appel à des notions qu'on doit évoquer et qu'on développera un petit peu plus tard. Dans le cadre de l'activité de mon cabinet, il y a aussi une activité de mandataire sportif. Alors je ne sais pas si vous connaissez en quoi consiste cette activité-là. C'est une activité qui est prévue depuis la loi du 28 mars 2011 et qui permet à un avocat d'exercer au même titre qu'un agent. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à la possibilité de représenter un acteur du sport, que ce soit un joueur, un entraîneur ou un club, dans le cadre d'une opération, que ce soit une transaction, une signature d'un contrat typiquement de travail auprès d'un club. Alors cette activité-là emporte beaucoup de conséquences puisque il y a beaucoup de problématiques liées notamment aux agents, puisque les agents, comme vous le savez, sont les personnes qui, jusqu'à la loi du 28 mars 2011, étaient en droit de représenter les joueurs et les acteurs du sport et du foot en général. Puisque là, je parle plus du foot qui est mon activité principale en matière d'activité d'avocat mandataire sportif. Donc, les questions qui se posent assez fréquemment, c'est de savoir quelles sont les différences entre les avocats mandataires sportifs et les agents. Typiquement, la plus-value d'un avocat, c'est sa compétence juridique, dont dispose bien sûr aussi un agent, puisqu'il y a un examen à passer pour être agent, mais dont l'avocat forcément est doté de manière un peu plus importante du fait de son titre d'avocat. On ne va pas rentrer dans des problématiques concernant des différences un peu plus pointueuses, mais l'idée c'est que il y a des différences, mais globalement on travaille assez fréquemment ensemble en étroite collaboration pour parvenir finalement à la protection des intérêts des acteurs du sport. Très bien, merci pour ces informations. Démarrer, Maître Fellous, si vous voulez bien, nous faire un petit topo, si je puis dire, un petit point réglementation donc sur l'historique et puis les grandes notions juridiques qui encadrent les paris sportifs en ligne. Avec plaisir. Alors l'idée c'est qu'il faut comprendre qu'avant 2010, un joueur ne pouvait pas parier en ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y avait que le côté match. Côté match, côté foot, il était impossible de parier en ligne. Et depuis une loi du 12 mai 2010, on a désormais prévu la possibilité pour les joueurs français, parce qu'on parle bien en France, à l'étranger c'est pas la même chose, de parier en ligne. Alors cette loi du 12 mai 2010 a prévu également en parallèle la création d'une autorité, l'autorité de régulation des jeux en ligne, qu'on appelle communément l'ARJEL. Voilà, tout le monde la connaît. Elle a un rôle qui est important parce qu'elle va finalement, comme son nom l'indique, réguler les jeux en ligne. Son rôle est important parce qu'elle va notamment avoir pour objectif
déjà en amont de vérifier si les opérateurs de jeux en ligne sont à même de pouvoir présenter ces jeux aux parieurs. Donc il y a une procédure qu'on appelle une procédure d'agrément et qui permet nécessairement de déterminer si l'opérateur est en mesure de présenter ces jeux. Il y a plusieurs critères qui sont très stricts qui doivent être respectés, notamment par exemple la solvabilité. Pas n'importe qui, puisque j'ai beaucoup de clients qui me contactent pour finalement faire et pouvoir présenter des offres de paris en ligne. Il faut comprendre que les règles sont strictes, qu'il faut une solvabilité financière qui soit suffisamment importante, parce que l'idée c'est que s'il y a un flux important de jeux et paris en ligne, il faut ensuite pouvoir l'assumer. C'est important et logique, il faut pouvoir respecter ses engagements. Donc au-delà aussi de ces obligations-là, elle a mis en place cette loi du 12 mai 2010, des règles pour vérifier que les parieurs sont en mesure de parier. Je m'explique, lorsque vous créez un compte en ligne, il faut nécessairement transmettre une pièce d'identité. Ça, c'est un processus qui a été initié et instauré par la loi du 12 mai 2010 et qui est vérifié notamment par l'ARJEL lorsque des opérateurs souhaitent obtenir l'agrément. D'accord. Au-delà de ces procédures-là et de ces informations, elle va également jouer un rôle important, l'ARJEL, en matière de protection des consommateurs. Pourquoi? Puisque typiquement dans le cadre d'arnaque que vous évoquiez, on a la possibilité, qu'on développera un petit peu plus tard, de saisir notamment le médiateur. On a aussi la possibilité d'avoir des informations qui peuvent être communiquées par l'ARJEL. On développera ça plus tard, mais l'idée est que l'ARJEL va jouer un rôle au niveau micro, si je puis dire ainsi, au niveau macro également, puisqu'il y a aussi des grosses arnaques, et en ce sens-là, il y a des signalements qui sont faits à l'ARJEL, qui s'appelle désormais l'Autorité Nationale des Jeux, qui a été modifié en 2019 et qui a été créé le 1er janvier 2020. Alors dans la continuité, Lettres Fellows, donc première partie, là on va parler des grands types d'arnaques, comme on disait en introduction, que l'on rencontre dans les paris sportifs. Donc voilà, vous les présenter brièvement, les énoncer, et puis vous nous dire juridiquement parlant, est-ce que c'est répréhensible, est-ce que voilà, comment la loi articule et régule ce genre de pratique. Alors pour démarrer, une pratique qu'on rencontre souvent, c'est ce qu'on appelle les matchs fixes ou matchs arrangés. C'est-à-dire que des personnes prétendent avoir des connaissances du réseau, leur donnant des informations sur de potentiels matchs truqués. Alors c'est des pratiques qu'on voit surtout sur les pays de l'Est, sur les championnats de pays de l'Est, sans citer de nom. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette pratique Alors, il faut comprendre deux choses. Première chose, c'est l'hypothèse où les personnes en question disposent véritablement du réseau qu'ils évoquent et que du coup, ils sont en contact avec un acteur de la compétition. Quand je dis acteur de la compétition, c'est pas seulement le sportif en règle générale, c'est aussi son encadrement. C'est par là généralement qu'on a les informations. L'encadrement, c'est le coach, l'entraîneur, le soignant, toute personne qui gravite autour du sportif en question. Donc si ces personnes-là disposent d'un contact direct et que le joueur en question sait ce qui va se passer, que du coup ça a arrangé, qui va finalement faire en sorte de ne pas jouer de la manière dont il aurait dû jouer. Dans ce cas de figure, c'est une arnaque clairement et simplement, et du coup ça emporte des sanctions. Au niveau des sanctions, il y a deux types. Tout d'abord, il y a les sanctions à l'encontre du sportif en question. C'est des sanctions qui sont généralement disciplinaires, puisque le sportif en question, quel que soit le sport, est affilié à une fédération. D'accord ? Cette affiliation emporte des sanctions qui sont disciplinaires. Donc ça peut être une suspension de plusieurs matchs, de plusieurs mois, voire années en fonction de l'ampleur de la triche. Au-delà de ces sanctions disciplinaires, il y a aussi des sanctions pénales. Alors là, les sanctions pénales, on a notamment des problématiques qui peuvent emporter plusieurs années d'emprisonnement, voire plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende en cas d'infraction pénale de ce type-là, quand il s'agit d'escroquerie ou d'arnaque de ce type-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est le sportif seulement qui peut être recherché. Il y a aussi la personne aussi qui a transmis l'information, qui finalement joue le rôle de complice, voire même d'acteur d'escroquerie. Et dans ce cas de figure-là, il y a aussi une possibilité d'intenter une action qui est pénale, parce que clairement, c'est un délit qui est pénal, qui est sanctionné à ce titre-là et qui peut faire l'objet d'une plainte pénale. On évoquera plus tard comment faire. On va pas évoquer sur chaque point de figure, sur chaque cas de figure, les possibilités, mais en tout état de cause, il s'agit d'un délit pénal qui peut être sanctionné et la personne en question peut être sanctionnée et également son contact et tout membre de son réseau qui a transmis l'information aux parieurs. Alors donc sur les réseaux, comme vous savez, c'est très facile d'apparaître et de disparaître. Donc c'est vrai que sur les paris sportifs,
Bon nombre de parieurs sont éphémères, clairement. Donc ils arrivent à un moment donné, arrivent à se faire de l'argent, à vendre pléthore d'abonnements, et puis disparaissent du jour au lendemain, puisque c'est des personnes qui sont frauduleuses et qui ne sont pas là pour réellement proposer un service de qualité et pour être là sur la durée. Donc leur page Facebook va disparaître du jour au lendemain, avec parfois des gens qui sont abonnés et qui se retrouvent du jour au lendemain sans plus aucune information et aucune nouvelle. Donc, au niveau de la loi, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ce genre de pratique? Alors, encore une fois, il faut faire une distinction comme on l'a fait précédemment. Oui. Si cette page Facebook n'a que vocation à transmettre des conseils en matière de paris, comme le fait d'ailleurs la Taverne des Parieurs, Oui. Il n'y a rien de frauduleux là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de règles qui interdisent une société ou quelconque personne à finalement prodiguer des conseils en matière de paris sportifs. Ça, ils ont tout à fait le droit de le faire, et que la page disparaisse du jour au lendemain, ça ne change strictement rien là-dedans. Maintenant, si c'est une incitation à procéder à des paris sportifs en ligne qui sont fraudulés du fait de matchs par exemple arrangés comme on l'a évoqué, là c'est différent, c'est une incitation, c'est une complicité, et là du coup c'est une problématique qui est pénale et qui peut emporter des sanctions pénales à l'encontre des auteurs. D'accord. Très bien. Ensuite, bon, ça c'est le point un petit peu, je pense, qui est flou, c'est-à-dire que bon nombre de parieurs promettent des gains, des résultats. Alors, à partir de quel moment on peut rentrer dans ce qu'on peut dire une promesse mensongère, ou à quel moment il est autorisé de promettre certaines choses, et si on les atteint pas, qu'il n'y ait pas d'action possible derrière? Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu ce concept? Alors, c'est un concept qui est un peu flou, je pense que vous en conviendrez, Oui, bien sûr. qu'on va essayer de clarifier assez brièvement. L'idée c'est quoi? C'est que si on promet quelque chose qu'on peut respecter, dans tous les cas, on est en droit de le faire. Maintenant, l'idée c'est que la promesse ne doit pas emporter un préjudice aussi aux parieurs. Si ça emporte un préjudice aux parieurs, nécessairement une action peut être enclenchée par ce parieur. La problématique qu'on va avoir finalement dans ce niveau-là, c'est qu'en fait, si on a évoqué qu'une promesse pourrait être respectée, on ne peut jamais en être sûr. C'est impossible d'être sûr qu'une promesse, qu'un pari va finalement aboutir. Puisque le principe même d'un pari sportif en ligne, c'est qu'il est aléatoire. C'est l'aléa qui va emporter la mise en place d'un pari par l'opérateur et le pari qui va être effectivement réalisé par le parieur. Donc à partir du moment où une personne va promettre un résultat, nécessairement ça emporte des problématiques. Pourquoi? Parce que il ne peut pas promettre une chose qui n'est pas sûre d'arriver. Donc la promesse est dès le départ caduque. Donc à partir du moment où elle est caduque, c'est un mensonge. Si c'est un mensonge, ça peut emporter des problématiques juridiques et judiciaires. Très bien. Donc quelle pourrait être la solution pour promouvoir son produit sans rentrer dans toute forme de promesse mensongère qui serait caduque, comme vous? Être tout à fait transparent, à évoquer le fait que finalement, certes, il y a des grandes chances que tel pari puisse aboutir, mais sans aucune certitude, tout simplement. Ensuite, ça va être tout ce qui en découle, hein. Ouais. C'est-à-dire, comme vous avez dit, les paris, à la base, ce sont des événements aléatoires sur lesquels, avec un certain niveau de compétence, on peut plus ou moins réduire l'incertitude et le risque, entre guillemets. Mais, bien évidemment, les personnes non compétentes sur ce marché, il n'y a pas de miracle, les résultats ne sont bien évidemment pas là. Et donc, de ce fait, ils vont falsifier leurs résultats, supprimer des pronostics qui ont été proposés, d'un coup, ils vont les supprimer. Il n'y aura plus de traces de ces pronostics donnés, donc ils diront non, on vous a jamais donné ce genre de pronostics. Ou alors des bilans qui seront arrangés, ou alors encore plus fourbes, si je puis dire, c'est-à-dire que après, même si un pronostic ne passe pas, avec les pronostics qui sont passés, qui ont été validés, avec les mises, puisque en général, on se le dit, personne ne propose une gestion de mise, une gestion financière correcte, et certains parieurs arrivent en modifiant un petit peu les chiffres, en s'arrangeant, en jouant avec les chiffres, si je puis dire, à montrer qu'ils sont en positif, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas, puisque les pronostics proposés, et avec une gestion de mise claire, c'est totalement impossible qu'ils soient en positif. Alors comment on peut un petit peu réguler tout ça, et qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ces différentes pratiques au niveau des résultats? C'est une excellente question. C'est vrai que c'est un petit peu... C'est pas flou, c'est juste que là, dans ce cas de figure-là, il y a énormément de questions qui se posent, qui sont soulevées par cette problématique.
il y a l'aspect civil, il y a l'aspect pénal. Civilement, en fait, une personne est en droit, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de prodiguer des conseils. Après, à partir du moment où ces conseils sont mensongers et qu'ils ont une intention qui pourrait aboutir à des pertes derrière, une personne tierce, donc un parieur, pourrait très bien chercher la responsabilité de cet auteur-là, donc du site internet, en indiquant qu'il aurait subi un préjudice du fait d'une intention dolosive. Alors, en matière civile, ce qui se passe, on a un principe, c'est le principe de la responsabilité civile. Il faut d'abord qu'il y ait une faute, il faut ensuite qu'il y ait un préjudice, et il faut que cette faute ait causé le préjudice, ce qu'on appelle un lien de causalité. Donc finalement, clairement par rapport à ce que vous évoquiez, d'un point de vue civil en tout cas, il serait potentiellement envisageable pour un parieur de rechercher la responsabilité civile d'un tel site internet en indiquant, d'abord il doit prouver qu'il y a une faute, la faute il doit prouver, ce qui n'est pas forcément évident, parce que considérer que la personne en modulant finalement les budgets, en modulant son contenu en fonction de ce qui est bien et pas bien par rapport à sa cible, est-ce qu'on considère que c'est une faute ou non, c'est pas sûr et certain, et ça il faudra le déterminer devant un tribunal, et ensuite prouver qu'il a eu un préjudice. Donc ça je pense que c'est pas si compliqué, parce que s'il a fait un gros pari parce qu'il lui a promis des gains importants, parce qu'il a indiqué que telle et telle chose était avérée alors que ça ne l'était pas, a priori ça pourrait se démontrer et prouver du coup que l'un a causé l'autre, ça me paraît aussi envisageable. Donc si ces trois éléments sont réunis, le parieur pourrait, dans le cas d'une action en justice qui serait bien sûr intentée par un avocat, obtenir l'indemnisation de son préjudice. Après, sur l'opportunité de cette action-là, tout dépend des enjeux. S'il s'agit d'un petit pari à 100 €, ça ne vaut vraiment pas le coup. Oui. Je pense qu'on en est conscient. S'il s'agit d'un pari beaucoup plus important, là, ça peut être intéressant, ou même d'une somme de plusieurs paris qui pourrait emporter un préjudice important. Très bien. Merci pour cette précision. Un autre point qu'on rencontre aussi, c'est l'impossibilité de se désinscrire alors auprès des pronostiqueurs donc, qui proposent des offres payantes pour avoir accès à leurs pronostics. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent avec l'impossibilité ou la difficulté, dans le meilleur des cas on va dire, de se désinscrire, puisqu'il y a souvent un préavis, un délai de préavis pour se désinscrire. Et étant donné qu'on est en général sur des prélèvements tacites, donc avec une reconduction et un prélèvement chaque mois de façon automatique, et les personnes, bien que souvent elles aient respecté le préavis pour se désinscrire, se voient prélever le mois suivant. Et voilà, c'est compliqué parfois de se désinscrire, ils ont beau contacter les interlocuteurs en question, ils n'ont pas de réponse, ou alors des promesses que le mois suivant cela sera réglé, et au final ça traîne dans le temps. Et oui. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport Alors, pour le coup cette fois-ci la question est très simple, puisqu'en fait les opérateurs de jeux en ligne, de paris et de jeux en ligne, ont l'obligation de permettre à un des parieurs de se désinscrire, donc de supprimer son compte joueur, on appelle ça un compte joueur. Donc à partir du moment où on ne respecte pas cette obligation-là, les possibilités sont simples, on évoquera ça plus tard, il y a des lettres qui peuvent être envoyées par lui-même ou par un avocat, et du coup on peut même saisir ensuite un médiateur pour faire en sorte que cette obligation soit respectée par l'opérateur en question. Et auprès des interlocuteurs comme nous, la Taverne des Parieurs, qui proposent des offres d'abonnement de pronostics, donc où les gens vont souscrire à un abonnement pour recevoir les pronostics de ces personnes-là, on rencontre souvent ce cas-là aussi également avec de grosses difficultés pour se désinscrire auprès de leurs offres. Donc qu'est-ce que ces personnes-là peuvent faire dans cette figure-là, c'est plus complexe parce qu'en fait, il s'agit non pas de la loi qui prévoit le cadre, mais de contrat. Parce que du coup, c'est lorsqu'un parieur va finalement souscrire à une offre d'un site en ligne qui va seulement transmettre des conseils, c'est un contrat qui va être passé entre d'une part le site en ligne et d'autre part le parieur. Donc le contrat va prévoir certaines obligations, notamment par exemple la partie financière avec le montant et le prélèvement qui sera effectué, et également un préavis et des obligations particulières par rapport à la résiliation du contrat. Donc finalement ça sera dans ce cas de figure au cas par cas qu'on déterminera si telle ou telle partie peut, dans tous les cas généralement on a la possibilité de pouvoir résilier. Après la durée du préavis, tout dépendra de ce qui sera prévu contractuellement, et il faudra analyser la situation au cas par cas en faisant notamment appel à un avocat. Très bien, merci pour ces informations. Et pour finir, donc, tous ces opérateurs là, ces sites, comme nous faisons partie, nous la Taverne des Parieurs, qui ne sont pas déclarés en France, qui ne sont pas déclarés du tout et qui proposent des conseils en pronostic moyennant rémunération,
Est-ce que cela est légal? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à... Encore une fois, voilà, je l'ai évoqué tout à l'heure, il est tout à fait possible de transmettre des conseils concernant des paris sans pour autant tomber sur le coup d'une quelconque interdiction. C'est une société de conseil, comme on peut avoir des sociétés de conseil dans tout autre domaine, donc il est possible de prévoir des conseils moyennant rémunération.